Je ne pense pas être quelqu'un de nature faible, je suis normal. Mais je me suis surpris au beau milieu du livre, après une longue description de la mort d'un personnage, je me suis surpris à verser cet écrivain du Kenya, que je ne connais pas, en ayant écrit son texte en anglais, texte qui a été traduit en français, que j'ai lu dans la version française, a réussi, moi, à Dakar, ici, à me faire couler une larme. Le texte, la parole du créateur romanesque a réussi à me faire pleurer. Donc, je voudrais déjà montrer quelle peut être la force et la puissance de l'écriture romanesque. Maintenant, je voudrais intervenir d'une autre façon en disant que je pense qu'il y a des bons et des mauvais textes. Il y a des bons et des mauvais textes. Je m'explique. Si on parle du plaisir du texte, c'est-à-dire, je le comprends comme ça, rectifiez-moi si je me trompe, je le comprends comme le plaisir de lire un texte, le plaisir de rentrer dans un texte. Mais il y a texte et il y a texte. Je prends juste deux exemples. Vous allez peut-être trouver que ce sont des textes extrêmes, mais il faut bien le faire, puisqu'ils font partie du grand champ de la littérature. Je prends le texte de Mein Kampf d'Adolf Hitler. C'est un texte littéraire. Ça a été écrit par un homme que tout le monde connaît, qui est à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit Mein Kampf, mon combat. Mais dans ce texte, il écrivait noir sur blanc qu'il avait l'intention de tuer 6 millions de personnes. En 1933, il a été élu démocratiquement chancelier du Reich. Il a lancé le Troisième Reich avec, pour ce programme, d'exterminer une partie d'un peuple dans le monde. La question que je pose maintenant par rapport à la réception, comment ce texte a été reçu? Il a été acclamé. Il a été acclamé. Toute l'Allemagne s'est mise derrière cet homme qui apparaissait comme un sauveur. Et ça nous a amené à la Seconde Guerre mondiale. Je me pose quelques questions par rapport à lui, Hitler, en tant qu'auteur, par rapport au peuple allemand en tant que lecteur, et aussi par rapport au monde éditorial. Le livre, il a été édité. Quelle est la responsabilité des éditeurs de l'époque? Quelle est la responsabilité des lecteurs de l'époque? Pourquoi ce texte a été reçu de cette manière? Donc, je voudrais simplement terminer mon petit laïus en disant que j'ai l'impression que vous vous êtes rangé du côté de l'auteur simplement. Je voudrais aussi qu'on puisse voir les deux côtés de la pièce. Il y a le côté émetteur et le côté récepteur. C'était ça ma petite contribution. Merci beaucoup. Monsieur Diabaté, Madame Bouillon. Ensuite, on répond aux questions. Parce qu'il y en a plusieurs. Merci, Bachir. Voilà, merci, Président. S'il y a un panel qui m'a plu, évidemment, en tant que professeur de lettres, c'est bien celui-là. Je voudrais dire toute la réflexion porte sur deux choses. Et c'est important en littérature. Le plaisir du texte et l'esthétique de la réception. Et ce qui manque à la littérature sénégalaise, malheureusement, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Gorkodjo est là, au sud, nous sommes en train de travailler, que ce soit à Ziguinchor, à Sidou, mais qui a lu les œuvres des écrivains, en tout cas, sénégalais du sud. C'est un problème. Et je crois que le problème, ce n'est pas à votre niveau, au niveau de l'association des critiques littéraires, ce sont les éditeurs sénégalais, en tout cas, qui doivent faire parvenir les ouvrages. Le travail que vous faites, c'est un travail de très haute facture, mais on ne peut pas aimer un livre qu'on ne connaît pas. Malheureusement, moi je viens de Kolda, je suis en train de travailler avec un professeur, je me suis d'être loin, M. Bognon,
il est en train on échange souvent des textes, il me dit, mais Abdurrahman, j'ai envie aujourd'hui de travailler sur les textes des écrivains sénégalais. Malheureusement, les programmes sont faits de telle sorte que c'est difficile. Bon, je vais vous dire simplement, par rapport à l'esthétique de la réception, et je salue le professeur Alioune qu'on voit plutôt sur un autre terrain, qui m'a enseigné en deuxième année l'esthétique de la réception avec l'ouvrage de Hans Robert Jauss, qui est un Allemand. Et ce qui est intéressant, quand vous lisez l'ouvrage de Jauss, vous comprenez que nous, les lecteurs, on a tendance à oublier, en tout cas, les écrivains presque oublient les lecteurs. Et l'esthétique de la réception s'intéresse que sans lecteur, il n'y a pas de lecture. Sans lecture, il n'y a pas de public. Sans public, on écrit. Si on écrit, c'est pour un lecteur. Et vous le savez, et je pense déjà que ce panel-là prépare le panel de demain. Parce que quand vous êtes un écrivain, il y a un narrateur, et forcément le narrateur qui raconte l'histoire avec Barthes, le narrateur s'adresse à un narrateur, et on a l'impression que le narrateur qui raconte l'histoire, le narrateur écoute le narrateur en train de parler. Bien, très rapidement, la querelle du Cid de 1637, qui a un an après avec Molière, dans la critique de l'école des femmes, il a dit la plus grande règle de toutes les règles est de plaire au public. Malheureusement, une œuvre qui plaît au public, elle peut ne pas être la meilleure œuvre. Mais en réalité, une œuvre qui plaît au public doit être mieux approuvée. Moi, je pense que, et là, je termine par les soleils des indépendances. Vous savez que l'œuvre a été publiée en 1968. Elle devait se faire en France, mais elle a été rejetée par la critique occidentale, particulièrement la critique. Il va publier ça au Canada. 2 ans après, c'est un grand succès. Les éditions lycée le rappellent à Paris. On lui déroule un tapis rouge et les soleils des indépendances entrent dans l'histoire. Et vous êtes dans l'histoire, vous faites l'histoire, vous êtes dans l'histoire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Le micro là. C'est un plaisir. Aïda Aïssa, auteur de la matin, j'ai imprimé 3 ouvrages, le Parlement et le PCA. Et je suis l'initiatrice également des palabres littéraires du samedi. Mais je vais parler en tant que lectrice, quand même. Parce que moi, quand je lis un texte, je m'attends à voir l'esthétique du langage d'abord, à voir les émotions, les résonances, à m'évader à travers ce texte, mais également l'identité et l'identification. Mais vous, en tant que prof de français, est-ce que quand vous lisez Le bien-être et la médaille, vous retrouvez ces différents facteurs? Est-ce que quand vous lisez également Les soleils des indépendances, vous voyez ça? Et Allah n'est pas obligé pour maintenir là. Parce que j'ai eu à préparer des exposés sur les enfants, les élèves de la première. Pourtant, c'est des ouvrages au programme et que les gens travaillent toujours avec. Mais est-ce que ces ouvrages-là, en réalité, je me suis dit, je rejoins un peu ce qu'a dit Mme tout à l'heure. Au fait, qu'est-ce que l'enfant sénégalais qui est là, qu'est-ce qu'il approuve à lire ces ouvrages-là? Quelle est la leçon qu'il peut tirer de ça? C'est pas parce que je critique, non, c'est pas ça. Mais je dis ce que je pense de ces ouvrages. Et pourtant, il y a d'autres qui sont là. Il y a des Maria Mama qui sont là toujours des sujets d'actualité. Maria Mama, je pense que ça s'arrête en 3e. Oui. Donc, ma question c'était ça. Est-ce qu'en lisant ces ouvrages que j'ai eu à citer ici, est-ce qu'on retrouve ces facteurs-là pour retrouver du plaisir en tant que lectrice? Merci beaucoup. On va commencer à répondre à la première question. J'aime les pics, moi. Merci beaucoup, les séistes. J'aime les pics, les face à face. C'est une déformation professionnelle. Pourquoi aviez-vous seulement cité Baudelaire, Maupassant, Lautréamont, et pourquoi pas ces auteurs-là, Baudelaire? Merci beaucoup. Alors, c'est Mariam Camp. Hein? Merci beaucoup, madame, pour les brillantes remarques.
Merci Mingou, merci pour tous ces kilomètres parcourus. Merci de la présence, de la patience et de la pertinence. Ce que j'ai le plus aimé, madame, dans votre argumentaire, c'est l'expression « je préfère écouter ». Je préfère écouter son Mapanga, je préfère écouter Seydou Sow, je préfère écouter Fodé. Mais je préfère subjectif. La préférence est un sentiment, un plaisir ressenti vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, devant une eau froide et une eau chaude, je préfère l'eau froide. Cela ne peut ne pas être le cas de Wally. Mais la souveraineté n'est pas également l'enclos. Parce que vous avez parlé de rester sur nos référents. Rester sur nos référents est une forme d'enclose. Lors de son retour d'agrégation, on a proposé à Senghor de faire une conférence à la Chambre de commerce. La conférence était intitulée, je crois, « Ce que l'homme noir apporte ». La première phrase, disait-il, « Je ne vous parlerai pas en tant qu'agrégé de grammaire de la Sorbonne ». Je rappelle que cette phrase, je l'ai parcérisée avant d'avoir lu le texte. Je l'ai parcérisée parce que mon prof de lycée, lui, qui est derrière, me l'a cité souvent. Il est où? En bas. Je ne vous parlerai pas en tant qu'agrégé de grammaire de la Sorbonne, mais en tant que serrère du Sine-Saloum. Il faut s'enraciner profondément avant de s'ouvrir au rapport fécond du monde externe. L'enracinement seulement est une forme de hier. L'ouverture seulement est une forme de perdition. Mais Voltaire disait que, je cite encore un plan, qu'est-ce qui m'arrive? Voltaire disait que la littérature est cosmopolite. Ah oui, c'est tous des airs. Nous voltigeons. Voltaire disait que la littérature est cosmopolite. Permettez-moi un peu d'étymologie. Cosmopolite est un terme composé qui vient de deux mots grecs. Cosmos signifie le monde et polites, citoyen. Donc, le littéraire est un citoyen du monde. Je quitte Voltaire pour vous faire plaisir, je reviens à Senghor, qui théorisait la civilisation de... Pourquoi pas la civilisation universelle? Pourquoi pas la civilisation universelle et pourquoi la civilisation de l'universel? Parce que c'est un rapport d'inclusion. Ce n'est pas une uniformisation de tous, mais c'est quelque chose de chacun au rendez-vous du donner et du recevoir. L'homme nègre apportera le rythme, disait-il. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez raison, l'écriture est douloureuse. Elle est douloureuse. C'est un accouchement de l'esprit. Et en cela, c'est une double maïtique. Cela, c'est une double maïtique, n'est-ce pas, ma femme? Hein? Mais citer des auteurs occidentaux n'est pas un trouble identitaire. Bon, j'anticipe sur ta dernière question, parce que je sais que c'est une réponse. Hein? Quand tu disais, peut-on parler d'identité littéraire? Peut-on parler d'identité singulière chez l'homme? Je sais que c'était une réponse. Nous pensons bien sûr à les identités meurtrières. Malouf. Je pense à Malouf. Dibali. C'est pas en France, c'est sûr, hein? C'est sûr. C'est sûr qu'il n'est pas français.
Un Algérien. Un Algérien, c'est sûr qu'il n'est pas français. Un Africain. Il faut que je voie la citoyenneté de mes citations maintenant. Un Africain. Ah, vous avez bien. Hein? Vous avez bien. Ah, Vous avez bien. ah. C'est un Africain. Alors, dans les identités meurtrières, Malouf lui-même, c'est un nature. Malouf lui-même parlait de cette forme d'enclos, au fait que se limiter seulement à ce qui est sous nos yeux et le voir pour le souverain bien, exerce une forme de violence et d'exclusion. Mais la littérature est cosmopolite. Elle est cosmopolite, mais quand on parle de réception, je suis obligé de citer Barthes, je suis obligé de citer Yaos, je suis obligé de citer Stirl, je suis obligé de citer Stempel, je suis obligé de citer Isère, je suis obligé de citer Kristeva, je suis obligé de citer Bakhtin, je suis obligé de citer Germain, Kundera, Umberto Eco. Parce que, malheureusement, nous n'avons pas de théoriciens de la réception. Pas encore. Hein? Pas encore. Alors, essentiellement, dans le cadre de la réception et de la théorie du texte, il me faut, comme disait Mésonique, Mésonique, c'est quoi? C'est quelle nationalité? Henri Mésonique. Bon, c'est pas en Afrique. Non, pas du tout. Hein, il est d'ascendance hébreu. Bachir a Allez-y, pas du tout. Pas du tout africain, il est couvert là. Mais c'est pas grave. Mésonique parlait de la double influence de tel et de Lacan. C'est le Kristeva, Philippe Soler, Michel Foucault, Jacques Derrida, tout ça, tout le Paris 7 de l'époque, et de Lacan, qui est le continuateur de Freud à Paris. Il me fallait quand même, parlant de la théorie du texte et de la réception, comme encore vous autres écrivains, essayistes, ne nous ont pas encore fait l'honneur de nous théoriser une réception africaine, il n'y a pas de petit parent. Oui, franchement. Non, mais il y a les autres questions. Oui, les autres. Oui, parce que d'autres devraient répondre par rapport à. Idriss. Oui. Anti. Ah, Magnon. Oui, exactement. Nous allons. Oui, oui, moi j'ai beaucoup aimé comment de Martinique Cassavant, une sorte de critique littéraire qui parle un peu des œuvres et qui était ancien ministre de la Culture. Et merci beaucoup pour votre réponse par rapport à la première question. Il y a une question, est-ce que d'autres voudraient ajouter? En fait, je voulais juste, parce qu'on a parlé de douleur, de plaisir, mais je pense que nous sommes face à un kaléidoscope d'un sentiment quand nous créons. Moi, je suis souvent en colère parce que, par exemple, je donne un exemple. Ça fait plusieurs années que j'essaie de tuer un personnage dans un roman. Donc, il était dans le Dard du Secret. Alors, dans la suite du Dard du Secret, je l'ai supprimé à la fin du Dard du Secret. Mais le seul problème, c'est que, en fait, ce personnage ne veut pas mourir. Il est devenu tellement célèbre qu'il a été le personnage qui a été choisi par un producteur pour un film de long métrage. C'est pour vous dire que même nos relations avec nos personnages sont assez complexes. Parce qu'il y a des personnages qui nous ressemblent, mais il y en a qui ne nous ressemblent pas du tout. Parce qu'ils ont leur propre autonomie. Ils vivent. Ils ont leur chemin de vie. Et je dis que quand nous créons, nous sommes par moments en colère, nous sommes par moments, nous avons mal, nous pleurons, nous rions. Moi, j'ai beaucoup ri dans l'ordre de Nitinaka avec le personnage de Marie, fraîche. Elle poursuit. Herbe folle, c'est une folle. C'est une autre, quoi. Je veux dire, nos personnages réveillent quelque chose en nous.
Voilà. C'est-à-dire que pourquoi on a cette difficulté dans la création, c'est vrai que c'est un texte solitaire, mais l'acte le plus difficile, c'est de laisser cet ouvrage aller vers le public. Moi, je pense que les éditeurs m'arrachent mes ouvrages. Hein. Non, ils arrachent, parce que je ne peux pas. L'Or de la Grande Reine est resté 30 ans sans être publié. Parce que les thèmes que j'aborde dedans, déjà avec le Dard du Secret, j'ai été catégorisé écrivain révolutionnaire à la solde 2, parce que j'ai osé parler de l'inceste, du trafic de drogue, des maisons closes à Dakar, etc. Et j'ai dit, pour le reste, si je sors ça, je vais avoir des problèmes. Donc 2025, je le sors, je suis très bien. Au contraire, ce sont les réalités que je dénonçais à l'époque qui sont dans le livre. Mais c'est ce kaléidoscope, je pense, qui fait la passion de l'écriture et de la création. Nous vibrons, nous tressaillons, nous frémissons. Et c'est tellement important. Par moment, et je dis, là, le moment le plus important, et je le dis dans l'œuvre de création, c'est qu'à un moment, on se détache soi-même de ses personnages et de son histoire. Et c'est là que notre histoire commune s'arrête, en fait. Parce qu'une fois que le livre sort, il ne nous appartient plus. Il appartient au public. Concernant la muse, je pense que beaucoup d'auteurs vous le diront. On a l'impression d'être transporté, d'être ailleurs, quand on est dans la période de création. Souvent, c'est pourquoi je pense qu'il est important, et ça, les auteurs, une fois qu'ils créent et qu'ils se relisent, ils se rendent compte qu'ils étaient ailleurs. Souvent, vous voyez des livres qui sortent et qui recoupent une réalité qui se passe 30 ans après. Ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est un don. C'est un don. C'est un don qu'on doit savourer, en fait. On doit savourer ce don-là, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Peut-être aussi, comme le disait si bien Aline Badarabé, nous sommes des veilleurs de conscience. C'est-à-dire que l'écrivain n'est pas un écrivain tout simplement. Et c'est là que je rejoins, en fait, parce que je dis souvent aux gens, allez vers la littérature sénégalaise. Il y a tellement de choses qui ont été écrites et dites. Aujourd'hui, vous voyez des choses qui se passent au Sénégal, mais ça a été évoqué dans des romans. Ça a été évoqué parce que les écrivains ont dit, faites attention. Si vous avez tel comportement, forcément, ça va aboutir quelque part. Et c'est vrai que ce qui est regrettable, moi, je prends un plaisir immense à faire mes critiques littéraires. Je suis critique littéraire. Mais je ne critique que les livres que j'aime. C'est-à-dire que j'ai un coup de cœur et je fais une critique de 16 pages sur l'ouvrage. Et je pense que j'ai fait des critiques sur à peu près 18 ouvrages sénégalais, ou 22. Et parce que pour moi, dans ceux de Ken Bougoul, parce que comme je le dis, Ken Bougoul quand même, c'est quelqu'un d'assez particulier. La violence fait corps avec nous. Vous savez, dès qu'on parle de violence, les gens pensent que c'est la violence physique ou morale. Non, je pense que la transgression est elle-même une violence. Moi, je suis un écrivain qui refuse d'entrer dans des schémas. J'ai publié 30 ouvrages qui sont aussi différents les uns que les autres. Le style est totalement différent parce que je me revendique caméléon. J'adore être un caméléon dans l'écriture. J'adore transgresser. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays d'apparence et de non-dit. Un pays où chacun est en costume cravate, en Salvador, et on est tellement prompt à critiquer l'autre en s'oubliant. On est dans une société qui fait un théâtre à tout, de manière tellement permanente, que si le destin ou la nature, on veut nous rappeler certaines choses, on se dirait, mais c'est nous qui l'avons fait, vous êtes sûr? J'espère que dans notre monde, il y aura un grand
un écran géant qui rappellera à tous ce qu'on a fait. Non, je dis, parce que nous sommes dans une société. Moi, j'ai vu, par exemple, par moment, dans mes enquêtes, je vois des choses qui me sidèrent. Et dans les romans, j'ai envie de parler de cette société sénégalaise qui vit à contre-pied, qui vit avec ses contradictions. C'est ça, en fait, pour moi. Quand mon livre sort, je ne me dis pas, lui, il sort là, il faut que les gens aiment. Herbofol aurait pu citer Herbofol. Vous lisez Herbofol, on vous dit que j'ai écrit Herbofol il y a plusieurs années, vous direz non, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Marche aveugle, idem. Lors de la gangrène, idem, parce que j'aime me projeter dans le futur. Pour moi, la violence, c'est remettre en cause le style. Remettre en cause le style. Comme si le dit si bien Walénina, nous faisons des ronds de jambes avec la langue française. Parce que cette langue française, elle n'est plus la langue de la France. Depuis que les Français ont posé le pied en Afrique, elle est épicée de nos couleurs locales. Elle a le goût du Tchéboudion. Elle a le goût du Tchérébassi. C'est notre langue, même si c'est comme le rap. Le rap, on l'a transfiguré. Les Algériens disent que c'est un butin de guerre. C'est un butin de guerre. Très bien. Donc, je pense que la non-conformité à la norme. Mais je pense que quand on est écrivain et qu'on est dans le déjà vu, ça sert à quoi? Dans le cinéma, on parle de Deus ex machina. C'est une catastrophe dans le cinéma. Quand le lecteur vous lit, il a l'impression d'avoir rencontré la suite de votre ouvrage, sans même y arriver. Et nous sommes écrivains parce que nous sommes des originaux. Nous sommes différents. Nous véhiculons un message et ce message appartient à notre peuple. Et dans le cas où on se dit universel, ça, moi, j'ai un jour Bayo, je veux dire, quelqu'un m'appelle à minuit, 1h du matin. Je vois que c'est un appel, je ne connais pas ce numéro, mais je dis quelqu'un qui m'appelle à 7 heures, je ne prends pas le téléphone. Mais j'ai pris. Parce qu'elle m'a envoyé un message en disant, j'ai lu Bayo, s'il vous plaît, rappelez-moi. Alors j'appelle la dame. Elle me dit, Madame Benga, quand j'ai lu Bayo, je me suis demandé si vous me connaissiez. Parce que vous avez raconté ma vie et mon histoire. Je ne la connais pas. Non. Mais c'est ça le miracle de l'écriture. Et concernant l'émotion, bien sûr, l'émotion, elle est présente. Hein. Elle est présente. C'est cette émotion, en fait, qui permet au lecteur de ressentir le livre. Ressentir le livre. Parce qu'un livre, on ne le lit pas seulement, on le ressent. On ressent son émotion. Souvent, il y a des auteurs, on a parlé des auteurs, vous voyez des auteurs qui, quand vous lisez, par exemple, je le raconte tout le temps, j'ai lu un roman japonais qui parlait de Kyoto, la ville aux fleurs. J'ai visité Kyoto peut-être 15 ans après. Mais quand je suis arrivée au Japon, j'avais l'impression de connaître le Japon comme ma poche parce que j'avais lu ce roman-là. Parce que les descriptions étaient tellement précises que je n'arrivais pas à y croire quand je suis allée sur place, parce que j'ai retrouvé la poésie au mieux dans le roman. Voilà, merci beaucoup. Donc, je voudrais d'abord parler de la souveraineté, et non pas pour dire qui a gagné une bataille entre Madame Foucault et Mohamed Sow, mais juste pour dire qu'en fait, la notion de souveraineté implique d'abord la maîtrise de toute la chaîne du livre. L'écriture, l'édition, la promotion, la distribution et surtout la conservation. Et là, je ne me lasserai à chaque fois de faire cette plaidoirie pour une bibliothèque nationale du livre, une bibliothèque nationale et une maison des archives nationales pour le Sénégal. Ça, il faut qu'on le fasse. C'est totalement inconcevable. Un pays de Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Sadji, Sokhna Benga, Mariama Ba, qu'on n'ait pas cette bibliothèque-là.
Mais parallèlement, Mohamed Sow, je vous ai entendu tout à l'heure dire que nous n'avons pas de théoricien. De la réception. De la réception, justement. Mais est-ce que nous avons fait ce travail-là de fouiller un peu toutes les thèses universitaires qu'on a soutenues? C'est-à-dire que aujourd'hui, dans nos universités, il y a des gens qui travaillent sur les théories littéraires. Quand vous écrivez une thèse, mais vous n'allez pas dans le même sens que le théoricien. Des fois, et c'est d'ailleurs ce qu'on vous demande dans une thèse, c'est-à-dire vous produisez une problématique qui prenne en quelque sorte le contre-pied de ce qui a été fait pour apporter quelque chose de nouveau. Même si vous vous appuyez sur une grille de lecture pour analyser des œuvres. Mais moi, lorsque j'entre dans le département de lettres modernes, que je vois des thèses sur la narratologie, des thèses sur un certain nombre de théories littéraires, je me dis que ces gens-là, ce qu'ils ont produit n'est pas assez valorisé pour que les gens puissent les citer et les utiliser comme des théoriciens littéraires. Parce que les théoriciens modernes de la France, mais ce sont des gens qui ont écrit leurs thèses dans les années 2000. Lorsqu'on parle de Randa Sabri pour la digression ou de Alain Ramatel, etc., mais c'est des thésards récents, ce sont des docteurs récents. Donc, à ce niveau, il y a un travail de promotion à faire. Feu professeur Malik Diaye, que la terre lui sert légère, sociologue universitaire. Lorsque je faisais la présentation de mon premier recueil, Les monologues du silence, il y a un texte qui est titré. J'oublie encore le titre du texte, c'est incroyable. En tout cas, le texte parlait. Voilà, le texte est titré Le Vicaire. Et lui, il a pris la parole pour nous dire que. Il était d'ailleurs en débat avec le professeur Ba, en littérature africaine, pour lui dire que ce texte-là, vous ne pouvez pas l'expliquer en vous appuyant sur les grilles occidentales. Ce n'est pas Baudelaire qui vous permet de l'expliquer, ce n'est pas Kristeva, ce n'est pas Umberto Eco. Parce que l'inspiration de ce texte est coranique. Il faut lire Suratul al-Baqarah pour comprendre ce texte. Et là, il a dit, moi qui ai écrit le texte, j'ai été totalement d'accord avec lui à ce niveau. Donc, cela revient à dire quoi? Que nous, Africains, Sénégalais, je vais vous faire plaisir sans doute, nous avons notre imaginaire culturel qui nous appartient et qui habite et peuple notre texte. Cet imaginaire-là est le nôtre. Ce n'est pas la grille de lecture de Yaous qui peut l'expliquer. Ce n'est pas la grille de lecture de tel et tel. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment un travail à faire pour la souveraineté. Hein. Bon, l'autre aspect. Oui, allez-y. Sur lequel? L'autre aspect concerne. Parce qu'il y a des questions sur. Concerne les écrivains du Sud. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a abordé c'est un dialogue. Oui, moi je suis un peu politique. Je m'intéresse à ces choses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai évoqué tout à l'heure le problème de distribution du livre. Mais nous avons un réel problème. C'est-à-dire que le livre ne circule pas au Sénégal. Vous publiez un livre à Dakar, le lecteur qui est à Matam ne peut pas aller. Pourtant, nous avons des centres culturels régionaux, un peu partout. Bon, je ne vais pas me mettre là à développer des théories de la distribution, mais en tout cas, il y a des mécanismes qu'on peut exploiter pour cela. Mais je parlais du Sud. Pour mieux valoriser notre littérature aujourd'hui, je pense qu'on devrait aller dans le sens même de la nouvelle politique lancée par les autorités, à savoir cette territorialisation, une nouvelle territorialisation de la littérature. Aujourd'hui, on parle de 8 pôles territoires, n'est-ce pas? Et je pense qu'on ne devrait pas aujourd'hui avoir, par exemple, un seul salon du livre pour le Sénégal. On devrait avoir un salon du pôle Dakar, un salon du pôle Thiès, un salon du pôle Sud, un salon du pôle Louga-Diourbel, etc. Et ça nous permettrait de sortir de ce macrocéphalisme culturel, de ce jacobinisme dakarois, pour justement décloisonner le savoir et surtout faire la participer de la promotion de la littérature. Merci. Oui, il y a deux questions qui restent toujours en suspens.
c'est un coup de cœur, lire un texte et recevoir cette jouissance. Et la question de Bachir par rapport à mon combat, quelle est la responsabilité des lecteurs par rapport à Hitler qui avait dit qu'il allait tuer 6 millions de Versailles. Ouais, professeur. Personnellement, j'ai eu l'occasion de lire des livres qui m'ont complètement ébranlé. Je citerai en premier L'étrange destin de Van Gogh. Très franchement, ce livre-là, je ne sais même plus combien de fois je l'ai lu. Et pour dire la vérité, c'est la première fois que je versais des larmes après avoir fermé. Donc, L'étrange destin de Van Gogh, que je recommande à tous les élèves qui sont dans le sens de l'exercice ou bien qui vont dans le sens de l'éducation à la lecture. Je leur conseille véritablement d'aller lire ce roman de Amadou Hampâté-Bâ. Bon, il y a d'autres, par exemple, les mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. Oui. Et je conseille surtout ce livre-là à ceux qui veulent apprendre à parler français correctement. Cette académicienne, la première femme académicienne de France, voilà, Marguerite Yourcenar, Marguerite Graillancourt, son vrai nom. Voilà, donc je pense que ceux qui apprennent à parler français, à vraiment parler français, il faut qu'ils aillent lire Marguerite Yourcenar. Bon, mais je ne terminerai pas sans citer, parce que moi je suis trop cohésion, sans citer Fureur et mystère de René Char. Franchement, ce texte-là, c'est sublime. Alors, je n'en dirai pas plus. Sinon, je pense que, pour rebondir sur ce qu'il a dit, la littérature, la fréquentation du texte n'a pas de couleur. Il faut être comme mon pays. Vous voyez un peu ce qu'il a dit à propos des auteurs qu'il a fréquentés. Ils sont tellement divers, c'est cosmopolitique. Alors, je pense que le problème est même réglé par Samba Diallo dans l'aventure ambiguë. Lorsqu'il est interrogé sur l'ambiguïté de son aventure, il dit: je ne suis pas un pays des dialogues distincts face à un Occident distinct et appréciant du tête froide de ce qu'il faut que je lui laisse et ce qu'il faut que je lui donne en contrepartie. Je suis devenu les deux à la fois. Il n'y a pas de tête lucide entre deux termes de choix. Il y a une nature étrange en détresse de n'être pas deux. Nous n'avons pas eu le même passé, mais nous aurons forcément le même avenir. Ça, c'est la réponse du chevalier à de la porte. Je vous remercie. Alors, il reste, je pense, comment? L'inspiration. L'inspiration, d'accord. Je globalise le but. On fuit Hitler actuellement. C'est pas moi. D'accord. D'accord. Je ne touche pas à ça. Je ne touche pas à ça. Alors, comme ça, le travail de réception dans les universités, oui. C'est parce que. Bon Dieu, allez-y. Bon, mais non, comme ça. C'est parce qu'il n'y en a pas eu, en tout cas à l'université de Dakar, que la troisième partie de ma thèse porte sur la réception poétique. Oui. Mais oui, il y a des thèses sur la narratologie, la thèse d'Ousmane Gueye sur la narratologie. Diané m'a dit un jour que Alioune Tine est le premier à avoir enseigné Genève à l'université. C'est vrai, je confirme. Je confirme. Beaucoup de gens ne savent pas la dimension de ce truc-là. C'est suicidaire. Alioune Tine est un prof de lettres et il a enseigné l'esthétique d'une manière très difficile. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, malheureusement. Il est très fort. Voilà, moi je préfère qu'on Donc, sur l'analyse des discours critiques, il y a bien sûr des travaux. Je ne dirais pas ce qu'avait dit Nodouba lors de sa soutenance de thèse d'État, cité, à un moment donné. J'ai tout lu! Je ne dirais pas que j'ai lu toutes les thèses soutenues au département. Écoute, je ne me souviens pas d'un enseignant-chercheur actuellement décédé récemment dont je n'ai pas lu la thèse au département de l'Équateur. De ce fait, il y a des travaux sur la narratologie, des mémoires et des thèses,
Beaucoup. Mais sur la réception, ça m'a alors, Mamadou Ba, tu as parlé de Mamadou Ba, c'est un excellent sémioticien. C'est lui qui m'a donné le goût de la sémiotique. Mais oui, la grille de lecture de Yaos ne peut pas tout expliquer. C'est pourquoi même Bertrand Gervais. Les Canadiens ne sont pas connus dans la réception, mais c'est des gens remarquables. Ils font même la différence entre la réception et la lecture. Le temps ne me permet pas ça, je vais préparer 2-3 choses sur ça, mais bon, un autre jour. Mais ils ont préparé des choses, théorisé des choses remarquables entre la réception, telle que la théorie Yaos, et la lecture, telle qu'ils la voient. Et là, ils sont plus proches d'Isère, Wolfgang Isère, l'acte de lecture, 1977, que de Hans Robert Yaos, l'esthétique de la réception, l'horizon d'attente, l'écart esthétique, tout ça. Mais une seule grille de réception ne peut pas tout expliquer. Et là, je viens à la question de moi. S'il y a une république des lettres, la réception doit-elle être cosmopolite? Oui, non, oui et non. Enfin, non. Parce qu'il y a une république des lettres, oui, mais tout le monde n'écrit pas de la même manière. Et comme tout le monde n'écrit pas de la même manière, tout le monde ne peut pas lire de la même manière. D'où la nécessité de lire ce groupe de recherche sur la lecture des Canadiens, Christian Van der Dock, Bertrand Gervais, tout ça. Ils font un travail assurément remarquable entre la lecture comme acte solitaire. Sortant à parler de l'écriture comme acte solitaire. Mais la lecture également est un acte solitaire. Depuis la fin du Moyen-Âge, l'invention de l'imprimerie, il n'y a plus de gens qui lisent à haute voix pour distraire les gens. Donc, oui, la réception, l'acte en tout cas, la théorie, peut partir d'un certain cosmopolitisme pour donner des grilles à suivre et à subvertir, mais en soi, ce sera difficile qu'elle soit cosmopolite. Alors, l'inspiration, donc, oui, c'est ça. Donc, les soleils des indépendances, Diallo Abdourahmane, mon ami. Oui, il y a également, est-ce qu'on doit enseigner aux élèves les soleils des indépendances, le bien-être et la médaille? Est-ce que ce sont des romans dont l'on sent un peu la jouissance du langage? Ah oui, la jouissance est personnelle. Bon, on filme, on ne peut pas dire certaines choses. Mais, nous sommes dans le champ littéraire, on est libre. Il y a 2 romans qui m'ont énervé. Dans ma vie de lecteur de profession, dans ma vie de lecteur, 2 romans m'ont énervé. C'est Le Vieux Nègre et la médaille et l'éducation santé. La lecture de ces romans m'a énervé, au vrai sens. Pourquoi? Hein? Surtout le premier, Le Vieux Nègre et la médaille. Énervé. J'avais dit que énervé, c'est le fait d'extraire les verbes. Mais l'enseignant est libre en classe de traiter tous les textes qu'il veut. Mes élèves étaient là ce matin dans ma classe. Je traite du PMC, je traite de Sorna, je traite de Farad, je traite de Bougar, je traite d'Elage, surtout Elage, parce qu'ils sont tous mes amis. Ils savent que c'est Elage. Vous êtes tous mes amis, je vous jure, vous êtes tous mes amis, mais vous le savez tous et vous me l'acceptez. En cela, vous êtes remarquables. Wow. Alors, je termine par juste l'inspiration pour ouvrir à PMC. L'inspiration, en tout cas, c'est le feu. C'est le feu qui vient des cieux. Tu te souviens de Boileau, au tout début de l'art poétique, qui disait que l'inspiration est un don des cieux. Hein? Qu'on ne naît pas poète, parce que la poésie, c'est par quoi la littérature se définit. On ne naît pas poète, on le devient. Boileau, on ne devient pas poète. On est poète. Boileau disait, c'est enfin qu'au Parnasse un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur, s'il ne sent point du ciel l'influence secrète, si son astre en naissant de la formait poète. Dans son génie étroit, il est toujours captif, pour lui faible et sourd et Pégase hérétif.
l'inspiration, c'est cette fureur, entheos, disait Platon en grec. Entheos, c'est être possédé. Possédé par qui, par quoi? Par les muses. C'est Socrate d'enfer qui disait que les poèmes ne sont ni humains ni faits par des hommes, mais divins et faits par des dieux. C'est Dieu qui parle à travers le poète. Relisez un peu le début de l'Iliade. Tout au début, Homère dit chante déesse du Péléide Achilleus, qui la colère désastreuse accabla les Achéens, etc. Il chante déesse, il parle à la muse. Hein? Inspire-moi, aide-moi à parler. L'écoute que j'en ai à chaque Un exemple est que je vous arrache le micro là-bas. À toutes les lectures, au troisième, à la BU en haut, les cabines de lecture là, souvent on tape ma cabine parce que je lis le mot, j'éclate de rire, je répète la phrase, je suis dans les livres. C'est Franz Kafka, dans son journal, le journal de Kafka, qui disait je ne suis que littérature, je ne peux ni ne veux être rien d'autre. Merci beaucoup. Penzi, après vous finir avec sortie des gars parce que nous sommes à 18h38 minutes. Oui, donc, il reste intéressant. Pourquoi j'ai dit donc, l'inspiration Penzi, sortie des gars, on finit malheureusement par Hébert. Alors, peut-être en 2-3 minutes. En 2-3 minutes pour parler de l'inspiration. La question était de savoir si l'inspiration est un don ou un apprentissage. Je ne sais pas encore qui a posé la question. Voilà, c'est madame. Donc, je pense que les deux réponses sont valables à ce niveau. Parce que s'il y a une conception peut-être romantique qui dit que l'inspiration est de l'ordre du divin, je pense que c'est Victor Hugo qui, dans les Contemplations, dit que Dieu dictait, j'écrivais. Il est clair qu'à partir de ce moment-là, l'inspiration est de l'ordre du divin et qu'il faut un certain génie pour pouvoir écrire. Sauf que le talent, je pense que c'est quelque chose qui a été rejeté aussi par les